Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 31 décembre 2015. C'est donc la dernière édition du soir de l'année 2015 sur la télévision Labari. Nous profitons donc pour vous adresser à toutes et à tous au nom de l'ensemble du personnel du groupe de presse Radio-Télévision Labari nos vœux les meilleurs pour l'année qui démarre dans quelques heures. Nous débutons cette édition avec cette brève en image du départ du président de l'UDR Tabat Amadou Bakar Cissé de son domicile cet après-midi. Il quittait donc son domicile pour se rendre à la police judiciaire sur convocation à lui adressée par la direction de cette police. Pour une raison que l'on ignore encore, Amadou Bakar Cissé a donc quitté son domicile pour se rendre alors qu'il s'apprêtait à aller déposer sa candidature pour l'élection présidentielle du 21 février 2016 à laquelle donc il est candidat. Amadou Bakar Cissé donc a mis à profit son déplacement sur la police judiciaire pour faire un escale et déposer sa candidature. Confirmation en tout cas nous a été donnée par les militants de sa formation en politique. Nous allons bien sûr revenir si les raisons de son interpellation nous sont parvenues. Nous allons revenir là-dessus au cours de nos prochaines éditions, probablement celle de demain. Cette convocation donc de Amadou Bakar Cissé à la police judiciaire a fait réagir immédiatement les partis politiques de l'opposition par la voix de leur porte-parole, M. Ousseini Salatou, qui s'est exprimé en marge d'une déclaration rendue publique cet après-midi par le Front patriotique et républicain FPR. Je propose donc de suivre la réaction du FPR par la voix de son porte-parole, M. Ousseini Salatou, sur la convocation à la police judiciaire du président de l'UDR Tabat Amadou Bakar Cissé. Cela ne nous surprend guère parce que de toutes les façons, au niveau des FPR, nous avons déjà l'information, comme nous l'avons dit tout de suite dans notre déclaration, qu'un plan est mis en œuvre pour arrêter, en tout cas, tous ceux qu'on estime être des leaders gênables au niveau du FPR. Tout leader, en tout cas, qui est potentiellement candidat présidentiel pour 2016. Mais au-delà de ça, c'est que l'intention était aussi de s'attaquer même aux partis politiques. À défaut de les dissoudre, il faut les suspendre. Ce plan est mis en œuvre. Sinon, absolument rien ne peut justifier l'arrestation de Cissé. Parce que tout simplement, Cissé a commis le crime de lèse-majesté en quittant le gouvernement et en décidant de se présenter aux élections présidentielles. Je pense qu'au-delà de Cissé, ceux qui sont autour du président Issoufou de la MRN, qui sont des candidats, doivent s'inquiéter. Ça veut dire que tout simplement, ce ne sont pas des hommes libres. À tout moment, lorsqu'ils ont décidé de se responsabiliser, d'être candidats, à quelque niveau que ce soit, en tout cas, ils seront inquiétés par le président Issoufou. Mais nous aimerons assurer l'ensemble du peuple nigérien que cela n'ébranle en rien la détermination de l'ARDA de faire quitter en 2007 de la manière la plus démocratique le président Issoufou. Voilà, Ousseini Salatou, porte-parole du FPR et donc de l'ARDR qui réagissait par rapport à la convocation à la police judiciaire du président de l'UDR Tabat Amadou Bakar Cissé, candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Il réagissait donc juste après une déclaration rendue publique cet après-midi par le Front patriotique et républicain. Vous pourrez suivre dans le cours de cette édition le résumé de cette déclaration. Amadou Bakar Cissé, convoqué donc à la police judiciaire, était ce matin dans les murs du MNSD Nassara où le chef de la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie venu auditer le fichier électoral s'est rendu donc pour rencontrer les responsables de l'opposition, Siaka Sangaré, qui était hier déjà avec les responsables des partis politiques de la majorité, a déclaré avoir initié cette série de visites pour davantage créer la confiance entre les différentes parties prenantes au processus électoral et le comité en charge de l'audit du fichier électoral. On suit le compte-rendu de sa visite ce matin aux responsables de l'opposition politique du Niger. Alors que son équipe poursuit le travail d'audit avec une participation active des représentants des différents bords politiques et de la société civile, le général Siaka Sangaré fait le tour des états-majors de ces différents groupes. Hier, il était avec la coalition des partis de la majorité. Aujourd'hui, le chef de mission des experts de l'Organisation internationale de la francophonie était l'hôte des responsables des partis politiques de l'opposition avec le même objectif. C'est d'abord renforcer la confiance entre eux et nous, mais surtout restaurer la confiance
de tous les acteurs politiques dans le fichier électoral. Le travail, on l'a commencé depuis le lundi matin et ça se passe merveilleusement bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous allons tenir le délai, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de préoccupations par rapport au délai, mais comme je l'ai dit, nous avons quand même l'habitude. Lors de son passage, le général Sangaré n'a pas seulement été écouté, il a aussi et surtout été questionné. Nous lui avons posé la question de savoir est-ce que les 8 jours qu'ils se sont donnés pour faire ce travail étaient véritablement le délai qui était nécessaire pour faire ce travail ou si c'était simplement des pressions. Ils nous ont assuré que ce travail pouvait se faire dans les 8 jours. Donc nous attendons de voir les résultats. Et bien sûr, nous allons juger sur pièce. Il ne peut pas nous livrer, bien sûr, les appréciations qu'ils ont déjà eu à faire sur le dossier. Nous avons surtout insisté sur le fait que, au-delà de leur réputation personnelle, c'est la réputation de l'OIF qui est bien entendu en cause. Le chef de la mission des experts de l'Organisation internationale de la francophonie est attendu demain chez les responsables des partis politiques dits non affiliés et de certains responsables de la société civile. Voilà cette autre brève qui vient à l'instant de nous parvenir. Il s'agit d'un accident de la route qui s'est produit aujourd'hui même 31 décembre, non loin de la ville de Gaïa. Un accident qui a fait 2 morts, un étudiant et le professeur d'université Hambali Yakuba, enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. On compte également plusieurs blessés évacués à l'hôpital de district de Gaïa. Il faut rappeler que le défunt Hambali était sur le chemin du retour d'une mission d'enquête de terrain en compagnie d'une équipe d'étudiants. Le personnel du groupe de presse Labari prie pour le repos des âmes des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa série de visites sur les chantiers en cours dans la ville de Niamey. La délégation parlementaire accompagnée par le ministre de l'Énergie et du Pétrole était ce matin au niveau du chantier de construction de la centrale électrique de Gorubanda. Michel Deji et Sadoudoumi pour le compte-rendu. Lancé en avril 2013 pour durer 20 mois, c'est au début de l'année 2015 que les travaux de ce chantier devraient prendre fin dans leur ensemble. Malgré le retard accusé par l'entreprise chinoise en charge de sa construction, le projet est aujourd'hui en train d'être concrétisé avec un taux d'exécution de plus de 98%, a assuré le ministre de l'Énergie et du Pétrole. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné. Parce que il y a quelques mois ici, c'était un plateau sec, aride, où il n'y avait même pas de l'herbe qui pousse. Et Inch'Allah, dans 1 mois, nous pouvons mettre déjà en marche le premier groupe. Ça sera une mise en marche par cadence, par étape. Premier groupe, puis 2e groupe, puis 3e groupe, jusqu'au 4e groupe. Et en tout cas, dans le courant de l'année 2016, l'ensemble des 4 groupes seront totalement mis en service. Et au fur et à mesure, évidemment, l'offre d'électricité sur la ville de Niamey, sur la zone Niamey, Dosso, Tilaberi va être fortement améliorée. Et au finish, nous allons dépasser la demande dans cette zone. Ce qui va permettre également d'envoyer plus d'électricité dans les autres régions du Niger, parce que l'électricité qui vient du Nigeria, on peut détourner une partie de cette électricité pour les autres régions. Un véritable motif de satisfaction pour le président de l'Assemblée nationale qui se réjouit de cette politique énergétique prônée par le programme de la Renaissance. Tout responsable politique qui ne connaît pas que l'indépendance énergétique est une source économique n'a qu'à aller dans son champ et cultiver des cacahuètes. Vous savez, puisque vous avez parlé de la politique, j'ai dit hier, mais ça n'a pas été transmis, nous avons quelques politiciens qui souhaiteraient arriver au pouvoir. Une fois au pouvoir, on nous donne des bonnes paroles. De la bonne parole, rien que de la bonne parole. Ça ne marche plus. Il faudrait montrer aux gens ce que vous avez dit pendant la campagne, là, que ça soit repris et que ça soit effectivement pratiqué. Je crois qu'à Niamey, dans les prochains mois, nous allons voir
que l'indépendance énergétique va reprendre sa confiance et nous allons en profiter. En ce qui concerne les 8 refroidisseurs qui ont pris feu dimanche dernier, le ministre de l'Énergie a indiqué que l'incendie a été causé par les étincelles générées par un ouvrier qui faisait la soudure et que cela n'impacte en rien la mise en service des moteurs de cette centrale. Par ailleurs, a-t-il renchéri, l'engagement a déjà été pris par la société en charge de sa construction de remplacer le système incendié dans un délai de 45 jours pour un coût d'environ $20,000 à la charge de cette entreprise. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, et le ministère de la Santé publique ont procédé ce matin à la signature d'un protocole d'accord, le fruit d'une longue discussion sur la plateforme revendicative de ces syndicats déposée sur les bureaux du ministre de la Santé. Je propose de suivre le résumé de la signature de ce protocole d'accord avec Hassan Saleh Mustafa. Cette signature du protocole d'accord entre le ministère de la Santé publique et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS est le résultat de 3 jours de négociations entre les deux parties. Des négociations qui ont porté sur 7 points de la plateforme revendicative du SUSAS de 2014-2015. Des points dont déjà certains ont trouvé un début de satisfaction. Le SUSAS se réjouit du paiement des appuis intervenus au titre de l'année 2014. Par ailleurs, le ministre s'engage à régler les arriérés de l'année 2015 au plus tard en fin janvier 2016 et assurer la régularité des paiements pour les années à venir au plus tard en fin juin de chaque année. Des statuts particuliers du personnel de la santé publique et de l'action sociale. Le ministre s'engage à installer le comité créé à cet effet au plus tard le 5 janvier 2016 afin que ce dernier puisse déposer les résultats de ses travaux au plus tard le 30 juin 2016. De l'accélération de l'ouverture du département des sciences infirmières dans les universités du pays. Le Ben SUSAS se réjouit de l'existence des projets de texte y afférents, de la révision de la grille spéciale des agents de la santé publique et de l'action sociale pour déplafonner de manière équitable et harmonieuse la dite grille. Un comité composé des membres du Ben SUSAS et la DGR du ministère de la Santé sera créé pour élaborer des propositions de déplafonnement de cette grille au plus tard le 31 janvier 2016. De la décentralisation des jurys dans la correction et la délibération de l'examen unique de certification en santé des écoles et des instituts de santé. Les deux parties s'accordent sur le principe d'aller vers une décentralisation du dit examen en tenant compte de ce qui se passe dans la sous-région, Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Le SUSAS, très optimiste, veillera tout de même au respect des engagements pris par le ministre de la Santé publique visant à améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la santé publique du Niger. Un code de bonne conduite des journalistes en période électorale a été signé ce matin entre le président du Conseil supérieur de la communication et les responsables des organisations socio-professionnelles du secteur des médias. Un code qui va donc permettre aux journalistes, qui va plutôt rappeler aux journalistes le rôle qui leur est dévolu dans le cadre de la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale en période électorale. Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley pour le compte-rendu. Code de bonne conduite des journalistes en période électorale, élaboré et édité par le Conseil supérieur de la communication CSC. Les organisations socio-professionnelles y ont adhéré. Il vient ainsi renforcer les capacités des hommes des médias dans le cadre de la couverture médiatique des activités électorales. Il vise à orienter les professionnels de l'information dans la couverture des activités électorales, avant, pendant et après le vote, en leur rappelant quelques principes et règles de base à respecter. Ces règles sont l'exactitude, le pluralisme, l'équilibre et l'équité dans le traitement de l'information. Pendant cette période où ils subiront certainement beaucoup de pression et seront exposés à plusieurs types de tentations. À travers ce code, les journalistes sont invités à conclure une sorte de pacte à travers lequel ils s'engagent librement
de conformer leur conduite publique, leur comportement et leur rapport mutuel tout au long du processus électoral aux règles et dispositions contenues dans les textes cités ci haut. Le précieux document se distingue à travers des caractéristiques qui lui sont propres. Ce code, enfin, de bonne conduite se veut simple et pratique. Il est édité en 2 formats, un format de poche et un format affiche. Et outre le préambule, le code est constitué de 4 parties, à savoir les dispositions générales, les conduites à observer, les conduites à éviter et les dispositions finales. La signature de ce code est une chose, mais son respect en est une autre, d'où cet appel pressant aux hommes des médias. Ce code vient interpeller l'ensemble de nos confrères par rapport à leurs responsabilités. Parce que nous avons tendance à constater depuis un moment que les journalistes, un certain nombre de journalistes, se sont érigés en donneurs de leçons dans notre pays. Certains journalistes sont en train de donner l'impression qu'ils sont désormais les indicateurs du procureur général de la République, les indicateurs de la police judiciaire, les indicateurs de la gendarmerie. Toutes choses qui ne concourent pas à la préservation de la paix et de l'unité nationale dans notre pays. C'est l'occasion ici vraiment qui doit être saisie par le confrère pour dire à la communauté internationale que nous sommes des journalistes professionnels aussi, nous ne sommes pas des pestiférés, faire tomber tous les clichés, les mauvais clichés qu'on a collés aux journalistes. Certains pensent même que les journalistes n'existent plus au Niger, mais qu'il y a des mercenaires. Moi, je dis non, il n'y a pas de mercenaires. Nous avons des journalistes qui sont aussi respectueux des règles d'éthique et d'anthologie. Donc, c'est l'occasion, ces élections-là, l'appel que j'ai à les relancer pour vraiment prouver à la communauté internationale que nous sommes des journalistes, nous aimons notre pays. Avec l'adhésion de tous, gageons que soit assurée une couverture professionnelle du processus électoral, avec une certaine garantie du droit du public à une information juste et équilibrée. Restons dans le secteur des médias pour vous faire suivre le résumé de la cérémonie de célébration du 10e anniversaire de la radio Turaki. Elle a été créée en effet il y a 10 ans de cela, le 31 décembre. La cérémonie de commémoration de ce 10e anniversaire a eu lieu à la devanture de la radio en présence de nombreux auditeurs de la dite radio et de plusieurs invités de marque, comme le rapportent Nasser Seydou et Nafissa Zakou. C'est par ces chansons des troupes Shawa, Tempête du désert et Anashua comptent débuter les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la radio Turaki. Démarrée en décembre 2005, cela fait déjà 10 ans que la radio Turaki, la voix des artistes, diffuse ses programmes à Niamey, une radio qui œuvre pour satisfaire les besoins de ses auditeurs, à promouvoir la culture nigérienne, l'unité nationale, la consolidation de la paix et à véhiculer nos valeurs morales. Et oui, la radio Turaki, la voix des artistes, aujourd'hui à 10 ans. 10 ans au service de la population de Niamey et de ses environnants. 10 ans de sensibilisation, d'information et de promotion artistique. Mesdames et messieurs, et nous osons espérer que la radio Turaki, après 10 années d'exercice, a su jouer ce rôle noble et porteur pour le développement de toute nation. Aussi, notre vœu le plus ardent est que Turaki, au fil des ans, puisse contribuer plus efficacement à la fonction d'ouverture au monde, d'apport de connaissances et de détente qui est celle des médias. Le syndicat des artistes, par la voix de son secrétaire général, a salué l'initiative de cette radio avant de demander à la promotrice la création d'une télévision Turaki. Notons enfin que plusieurs auditeurs se sont vus distinguer au cours de ce 10e anniversaire pour la confiance placée à la voix des artistes Turaki FM qui émet sur les 94.5 MHz. Restons encore un peu dans le monde de la presse pour vous
souligner que le communiqué, la brève sur l'accident de la route qui s'est produit aujourd'hui sur la route de Gaïa et qui a fait au moins donc 2 morts, dont un étudiant et le professeur Hambali Yacouba. Cet accident, cette triste nouvelle touche aussi le monde de la presse puisque le professeur Hambali Yacouba est l'époux de la promotrice du groupe de presse radio et télévision Tambara, Madame Hawa Abdou. Il est également par ailleurs le père du directeur général de ce même groupe, Monsieur Hamid Hambali. Nous leur présentons donc au nom de l'ensemble du personnel de la radio et télévision Labari nos condoléances à Madame Nana Hawa Abdou, à son fils Hambali Abdou ainsi qu'à l'ensemble du personnel du groupe de presse Tambara, que Dieu ait leur âme. La communauté musulmane Tijania de Kochiré a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la 14e édition du Mouloud. Ils étaient nombreux, les fidèles, à y prendre part à cet anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le résumé de ce Mouloud de la localité de Kochiré avec nos reporters Nasser Dantofo et Soumela Abdou. Une semaine après Kyoto, la communauté musulmane Tijania se retrouve à Kochiré, village du Cheikh Hassan Kochiré, pour fêter l'anniversaire du 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une nuit importante pour cette communauté qui a convergé massivement vers cette localité. Les fidèles musulmans venus de plusieurs régions du pays ainsi que des pays voisins ont fait le déplacement pour rehausser également de leur présence plusieurs personnalités administratives, coutumières et religieuses. Au cours de cette nuit, il sera fait un rappel de la sainte biographie du messager d'Allah, ses enseignements et aussi glorifier ses mérites. L'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le premier repère historique de la religion islamique. Et aujourd'hui, dans beaucoup de communautés musulmanes, on célèbre Mouloud, mais souvent controversé. Cette nuit, par exemple, nous allons assister à des exposés sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à des chants gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la vénération, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui comme hier et aujourd'hui, ont représenté des valeurs sûres de l'islam. Donc le Mouloud est une nuit bénie qui est fait, donc nous nous dirigeons vers les lieux saints tels que les mosquées et la population se joint à nous pour célébrer cette nuit. Rien de contraire au concept de l'islam. L'importance et l'historique du Mouloud a été retracée par le cheikh Barham Aboubakar de Chota. Ce soir à Kokiré, nous sommes réunis ici pour la cause du prophète, paix et salut sur lui. Nous devrons prendre exemple des enseignements que nous a laissés le messager d'Allah. C'est ça l'importance de cette nuit. Le Mouloud est une cérémonie de commémoration, une fête anniversaire et non une fête d'adoration comme le pensent d'autres. Après les exposés sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la lecture du Saint-Coran, les zikrs et le dérakat de la prière du matin, une fatia a été dite pour clôturer cette nuit bénie, pour que rayonne l'islam et que Allah descende sa miséricorde sur le Niger. Le 7e jour du Mouloud, communément donc appelé le Petit Mouloud, a également été célébré hier à Tchida, dans une localité située donc dans la commune rurale de Danchandou, à une 50aine de kilomètres de Niamey. À cette occasion, la localité a accueilli de milliers de fidèles de la confrérie Tijania, des musulmans venus de différents horizons pour magnifier la nuit. Adam Soumana et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. C'est dans la ferveur religieuse que ces membres de la communauté Tijania se retrouvent dans la cité de Cheikh Yacouba Amadou Tchida pour cette 7e nuit du Mouloud. Une nuit qui marque la commémoration du baptême du sceau des prophètes Mohammed paix et salut d'Allah sur lui et en vue et participation massive des fidèles venus des différents horizons. Lecture du Saint-Coran, biographie du prophète et autres zikrs étaient au menu de cette veillée. Un rendez-vous religieux pour la réussite duquel les membres du comité d'organisation du Petit Mouloud de Tchida se sont investis corps et âme. Aujourd'hui, ce hangar que vous avez à
voir de vos propres yeux, c'est l'effort d'abord des jeunes qui se sont mis de côté pour réfléchir. Parce que la religion musulmane, pour que ça survive, il faut l'apport de la jeunesse. Et notre jeunesse ne se met pas derrière, elle s'est mise de côté pour réfléchir qu'est-ce qu'on doit faire pour au moins faire en sorte que la religion va prospérer. Pour rassembler la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le mouloud que vous avez à Une réussite d'ailleurs vivement louée par le représentant du maire élu de Danthiandou, une entité dont Tchida fait partie intégrante. Par rapport au comité d'organisation, tout d'abord nous les remercions de ces gigantesques efforts d'abnégation qu'ils ont eu à faire, parce que vraiment cette année j'ai remarqué personnellement une grande différence entre l'organisation passée et l'organisation présente. Ainsi le petit mouloud de Tchida, comme l'appellent affectueusement les fidèles, bouclé au petit matin par la prière pour cette 26e édition a été d'un succès éclatant à la satisfaction du cheikh Yacouba Amadou qui, malgré le poids de l'âge, était resté à la disposition de l'ensemble des visiteurs et ce, par amour au prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Vivement donc la 27e édition qui promet, plaise à Dieu, d'être des plus réussies grâce à la détermination du vaillant comité d'organisation. Nous vous l'annoncions au début de cette édition, le Front patriotique et républicain, le FPR, a rendu public cet après-midi une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays. Le Front patriotique a notamment appelé ses militants à se préparer pour une marche pacifique qui sera organisée bientôt dans la ville de Niamey. Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou pour le résumé de cette déclaration. Le Front patriotique et républicain FPR sort de sa réserve et monte au créneau à travers cette sortie médiatique, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique nationale. De prime abord, il dénonce la vague d'arrestations opérées dans les rangs de l'opposition. Après Hama Amadou, c'est au tour d'Ibrahim Hamidou, Doudou Rahama d'être arrêtés pour avoir exprimé leur opinion, conformément à leurs droits constitutionnels. Puis furent interpellés Sani Bala Ansani, grand militant du MNSD, Issaka Issoufou, président de la coordination régionale Lumana FA de Tilaberi, Seini Mereda, président de la coordination communale Lumana Niamey 4, Oumarou Dogari, président par intérim de la coordination régionale de Niamey, Maman Issa, président d'honneur de la coordination régionale Lumana FA Maradi. Des actes qui s'apparentent à des signes avant-coureurs et qui sonneront le clap de fin. Tous ces actes uniques posés par Issifou et ses acolytes ne sont que des actes de désespoir. Malgré les combines, le concassage des partis de l'opposition et même de la majorité, malgré la caporalisation des organes et des attributs de l'État, malgré les tentatives d'instrumentalisation des institutions de l'État, le peuple résiste. Il résiste parce que des patriotes épris de démocratie, de paix et de progrès ont décidé de ne pas céder à l'imposture et cela au prix de leur vie. Autant de travers que dénonce de vive voix le Front patriotique et républicain. Face à toutes ces dérives totalitaires du régime d'Issoufou Mahamadou, face aux violations répétées des droits de liberté individuelle et collective des citoyens, face aux propos ethnicistes tenus par le philo-gomme, porte-parole de la Renaissance Bazoum Mohamed, ministre d'État président du parti du président, le FPR condamne et dénonce avec la dernière énergie les arrestations extrajudiciaires des membres de l'opposition, les tentatives d'instrumentalisation de la police et de la justice, les propos insultants, ethnicistes et rétrogrades du ministre Bazoum Mohamed, la banalisation des institutions de l'État et l'alchimie qui consiste au montage de faux coups d'État. Un ras-le-bol qu'entend matérialiser le FPR à travers une marche pacifique de protestation le samedi 9 janvier prochain pour, dit-il, sauver la République et la démocratie menacée.
Dans le cadre de son programme 2015, la Conféges a procédé à la sélection des premiers lauréats des derniers Jeux de la francophonie. Parmi les lauréats, un jeune lutteur nigérien, Sabo Abdoulaye, médaillé d'or qui a reçu 1 million de francs CFA de la Conféges. La cérémonie de remise a eu lieu hier au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, en présence du ministre et de plusieurs autres invités, comme nous le rapporte Ibrahim Abdou Tikiri. Parmi les lauréats des derniers Jeux de la francophonie de Nice 2013 figure un seul Nigérien. Le lutteur Sabo Abdoulaye a remporté la médaille d'or dans la catégorie de plus de 100 kg et il a reçu de la Conféges la somme de 1 million de francs CFA comme un accompagnement à sa carrière. Le secrétaire général de la Conféges revient sur la sélection des bénéficiaires. Fidèle à cette orientation édictée par le ministre lors de la session ministérielle de Kinshasa, au Congo au mois de mars, il a été retenu dans notre programmation la nécessité d'un accompagnement aux lauréats des Jeux de la francophonie dans l'optique d'un suivi et d'une meilleure préparation des athlètes francophones pour une préparation plus suffisante dans l'espace francophone. C'est dans cette optique que nous avons retenu pour ce premier exercice 6 lauréats des prochains Jeux de la francophonie de Nice en France en fonction des critères d'âge, de discipline sportive, de sexe et de zone géographique, dont nous vous réservons la primeur au cours de cette cérémonie solennelle de lancement. Parce que c'est la première fois que nous proclamons ces résultats qui concernent l'ensemble des pays membres. Nous avons 43 pays membres. Monsieur le ministre, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que chacun des 6 lauréats précités reçoivent de la Conféges la somme d'1 million de francs CFA. Cette subvention leur est accordée non seulement pour les encourager, mais surtout pour les soutenir dans leur préparation, dans l'objectif des Jeux olympiques à venir et de toute compétition majeure de leur discipline sportive et de leur catégorie. Je saisis cette opportunité pour féliciter les heureux récipiendaires et surtout pour les orienter au travail afin d'être des modèles pour la jeunesse francophone. Cette cérémonie de remise de chèques aux lauréats nigériens des Jeux de la francophonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de 2 membres du gouvernement, du secrétaire général de la Conféges et de plusieurs invités. Par la même occasion a eu lieu une cérémonie qui marque la fin de la session de formation des enseignants et instituteurs à l'utilisation du kits Athletics. Chaque participant a reçu une documentation composée d'un plaidoyer sur l'EPS à l'école et des contenus d'enseignement. Sport encore, et pour refermer cette édition avec la fin hier à Niamey de la 5e édition de la Ligue nationale de volleyball, une compétition qui a vu le sacre du club des amis de Niamey aussi bien en hommes qu'en dames. Retrouvons Ibrahim Abdou Tikiri pour le compte rendu. Les équipes dames et messieurs des clubs des amis de Niamey ont raflé les médailles d'or de la 5e édition de la Ligue nationale de volleyball tenue à l'ACAM du 25 au 30 décembre 2015. La première finale disputée entre les filles du club des amis et l'équipe de Dosso a tourné en faveur des handballeuses de la capitale 3-7 à 1. Quelques minutes plus tard, les messieurs du club des amis ont dominé ceux de l'équipe de Rimbo sur le score de 3-7 à 1. Un doublé signé le club des amis de volleyball de Niamey, désormais sur le toit du volleyball nigérien. On n'a pas remporté ce match difficilement. On a l'habitude de jouer. C'est 2 équipes qui se connaissent. Donc à chaque fois qu'on joue, on se connaît déjà. Donc il n'y a rien de difficile. Et vraiment, je suis vraiment content qu'on ait remporté cette coupe en hommes et en dames parce que nous représentons le club des amis en hommes et comme en dames. C'est une grande joie pour nous. On a espéré la coupe et voilà, on a gagné ça. C'est une joie, on remercie Dieu. Avec une participation acceptable et un niveau technique satisfaisant des équipes participantes, la Fédération nigérienne de volleyball finit l'année 2015 en beauté. Le président Issou Badar, récemment élu vice-président de la Confédération africaine de volleyball, a lâché quelques mots au terme de la compétition. On est vraiment très satisfait de cette 5e édition parce que comparé aux différentes éditions qu'on a eu organisées, cette fois-ci on avait des équipes qui avaient vraiment le niveau. À l'intérieur, on s'est trouvé avec des équipes qui ont rivalisé malgré le peu de championnat qu'ils ont avec les équipes de Niamey.
Pour nous, vraiment, c'est une réussite éclatante et vous avez pu voir que beaucoup de joueurs sont sortis du lot avec les témoignages qu'on a pu leur donner. C'est vraiment pour prouver que le niveau du volleyball est en train d'évoluer très sérieusement d'ailleurs. Remise des médailles, trophées aux vainqueurs et témoignages de satisfaction aux sponsors du tournoi ont été les derniers actes de la 5e édition de la Ligue nationale de volleyball. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons à nouveau, au nom de l'ensemble du personnel du groupe de presse Labari, très bonne année 2016. L'ensemble du personnel du groupe de presse Labari présente également ses condoléances au personnel du groupe de presse Tambara, dont la promotrice, Madame Hawa Abdou, et le directeur général, Hambali Hamid, ont perdu le professeur Hambali Yakuba ce matin dans un accident de la route, sur la route de Gaïa. Le professeur Hambali est l'époux en effet de la promotrice du groupe et papa du directeur général, monsieur Hambali Ahmed. Nous leur présentons donc toutes nos condoléances, que Dieu ait l'âme du disparu. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.